Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans Aspic, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Bienvenue dans ce 31e épisode de l'Académie des sorciers, je suis Alix. Et je suis Marjolaine. Et vous en êtes rendu compte, j'imagine, que le 30e épisode, le mois dernier, c'était un poisson d'avril, voilà. On s'est beaucoup amusé à le faire. Évidemment, c'était un épisode jeu de rôle, on va dire, assez léger. On revient aux choses plus sérieuses ce mois-ci avec un sujet d'épisode qu'on avait envie d'aborder depuis très longtemps. Mais enfin, on a l'invitée parfaite pour aborder la médecine dans le monde magique. Donc, parce qu'on a toujours voulu explorer avec une professionnelle comment fonctionne la médecine dans le monde magique, en quoi en fait elle diffère de la médecine moldue et comment les sorciers se soignent-ils, tout simplement. Et donc, on a un médecin avec nous pour en parler. Bienvenue Santa. Merci, je suis très contente d'être là avec vous. Donc Santa, tu es donc docteur en médecine et tu es médecin généraliste, c'est ça ? C'est ça, médecin généraliste toute jeune, depuis 6 mois. Je suis thésée depuis 6 mois. Mais bon, déjà, on sait bien la longueur des études de médecine, donc de rien que d'être à ce niveau-là, c'est quand même, ça te rend on ne peut plus qualifié pour parler du sujet. J'ai fait mes preuves. Et donc tu es aussi fan d'Harry Potter, j'imagine. Bien sûr, inconditionnel depuis que je suis toute petite. Comme vous, je pense, j'ai attendu les sorties des livres une par une. Je me suis disputée avec ma sœur pour pouvoir les lire en premier. Oui, une fan inconditionnelle d'Harry Potter et je les relis régulièrement depuis la fin de la saga. Et donc, dans quelle maison de Poudlard tu es ? Alors, je suis à Poufsouffle. Ah, chouette. Et je pense que ça me correspond bien. La patience, c'est pas trop mon truc, mais le travail et je pense être loyale envers les amis, donc ça me correspond bien. Et est-ce que tu penses que Poufsouffle, c'est une maison pas mal représentée chez les médecins, ou tu penses qu'il y a plus d'autres ? C'est exactement ce que j'allais demander, je trouve que ça va bien. Je trouve que c'est une bonne association. Je pense que ça dépend des spécialités. Chez les médecins généralistes, je pense que oui. À mon avis, chez les chirurgiens, on doit avoir un petit peu de Serpentard quand même. Oui, j'allais dire. Donc, ça doit dépendre des spécialités. Mais les médecins généralistes, oui, Poufsouffle, ça me correspond bien, je pense. Oui, et puis il doit sûrement y avoir des SERDEC dans les spécialités très chez obscures. Les médecins internes, les hématologues, je pense qu'il doit y avoir des SERDEC. Et du coup, un Gryffondor, ce serait quoi sa spécialité en médecine ? Il y a un quiz à faire, là. Ah ouais, c'est dur. Gryffondor, faut être courageux un peu. Ah, je sais pas. Des gentils chirurgiens, ils pourraient être des gentils chirurgiens. Je sais pas. Les Gryffondor, je sais pas s'ils sont assez, s'ils travaillent assez pour faire les études, les 10 ans. À mon avis, c'est trop théorique. Ils ont besoin d'un peu plus d'action. Sauf si c'est une Gryffondor qui s'appelle Hermione Granger. Oui, voilà. Oui, c'est vrai que... les Gryffondors, peut-être qu'ils aiment beaucoup, enfin, ils aiment plus le danger, ils sont peut-être plus vétérinaires, en fait. Ouais, c'est plus le contact ouais, c'est possible, ouais. exotique. Et donc, du coup, pour revenir à notre sujet du jour, en fait, Santa, tu nous as fait la grande surprise de nous envoyer un article de 30 pages, rien que pour nous, sur la médecine dans le monde magique. Et alors voilà, donc, chers auditeurs, j'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de lire l'entièreté de cet article. Il aura certainement une autre vie que dans ce podcast. Mais du coup, j'étais curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a pris de lancer dans un article de 30 pages et surtout comment tu t'y es pris quoi, pour cet article qui est, on est d'accord avec Alix, qui est très impressionnant et assez exhaustif. Enfin, tu nous as fait un inventaire exhaustif de tout de toutes les mentions à du soin et à de la médecine dans le monde magique.
Merci déjà. Oui, j'ai essayé d'être exhaustive, mais en fait, au fur et à mesure où j'avançais dans mes recherches, j'allais plus loin, ça s'arrêtait jamais. Tout est parti du podcast en fait, parce que ma sœur m'a fait découvrir Aspic en décembre 2021, donc c'était il y a pas longtemps. Hein. Je suis désolée. Coucou Léna, merci Léna. Voilà, c'est ça. Et elle m'avait parlé de votre émission sur l'éducation, sur l'art médiéval aussi, je crois, dans Harry Potter. Et du coup, je m'étais dit, allez, je vais aller les écouter. Et puis, j'ai cherché votre émission sur la médecine et il y en avait pas. Alors, je me suis dit, quand même, c'est dommage. Et du coup, je suis allée regarder un peu sur Internet s'il y avait des gens qui avaient fait quelque chose sur la médecine dans Harry Potter. Alors, j'ai trouvé un article en espagnol. Bon, j'ai pas fait l'espagnol au lycée, donc j'ai essayé de le lire, mais c'était pas parfait. Et après, j'ai pas trouvé énormément de choses, donc j'étais assez étonnée. Du coup, je me suis dit que c'était à moi de le faire. Donc, j'ai repris tous les Harry Potter un par un. Ça m'a donné une excuse pour les relire encore. Et j'ai noté toutes les phrases qui avaient un rapport avec la médecine, avec quand ils vont consulter Madame Pomme-Fraîche, quand ils vont à Sainte-Mangouste. Voilà, toutes ces phrases-là, je les ai réunies. En fait, je l'ai fait un peu comme j'ai fait ma thèse, parce que ma thèse, j'avais interrogé des patients et j'avais recueilli des mots-clés dans leur interview, et après je les avais classés en catégories et en thèmes, et là j'ai fait pareil, j'ai pris tous les mots-clés et toutes les phrases qui concernaient la médicomagie dans les bouquins, et je les ai réunis en catégories, en thèmes. Après je suis allée un peu plus loin, j'ai aussi regardé les articles sur Pottermore, j'ai aussi je suis allée lire le livre sur les créatures magiques de Norbert Dragono. J'ai aussi lu le Quidditch à travers les âges. Bon, j'ai essayé d'être un peu exhaustive comme ça. Et après, j'ai classé en catégories, en thèmes. Et puis, j'ai écrit mon article, exactement comme j'avais écrit ma thèse. Ça m'a pris moins de temps de faire l'article. Mais je pense que j'étais plus motivée aussi. Donc, ouais, il t'a pas fallu 6 mois après la fin de ta thèse pour te dire ça me manque déjà, C'est ça. Je sais pas, je pensais quand même être un peu traumatisée en sortant de la thèse, mais finalement Harry Potter, c'est tellement bien que... Ça m'a donné le goût de la recherche. C'est ça. Mais du coup, donc, comme tu dis, t'as classé en plusieurs catégories, et peut-être que du coup, pour lancer... globalement, qu'est-ce que tu retiens de l'organisation et du fonctionnement de la médecine dans le monde magique, et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué par similitude ou ces différences par rapport à notre système moldu et français aussi, du coup, parce que c'est aussi un système britannique. C'est vrai. J'ai trouvé que c'était quand même assez proche quand même du système de santé moldu, même si c'est plus proche du système de santé britannique que du système de santé français. Bon, ils sont pas ultra éloignés non plus, hein. Mais en France, on va plutôt fonctionner avec soit des structures privées, soit des structures publiques, et une assurance maladie qui paye les soins, et après les mutuelles en complément si on en a ou pas. Dans le système britannique, c'est plutôt que du public, même si en réalité ils vont payer quand même des trucs en plus, hein. C'est pas un système parfait non plus. Et comme c'est que du public, il y a moins de médecins, il y a plus de temps d'attente, il y a des temps de consultation qui sont plus courts chez les Britanniques. Et du coup, ils ont des centres de santé à côté qui sont plutôt gérés par des paramédicaux. Et dans ça se rapproche, le système de santé magique, il se rapproche plutôt du système moldu britannique, parce que Madame Pomme-Fraîche, c'est une infirmière, et elle gère ce qui peut être l'équivalent d'un centre médical à Poudlard. Elle s'occupe de tellement de pathologies, et puis elle fait... En fait, elle a un rôle presque proche du médecin généraliste en France. Elle va gérer toute la petite pathologie, et quand ça la dépasse, elle va envoyer à l'hôpital. Oui, j'ai pas vraiment l'impression, parce que du coup, Madame Pomme-Fraîche, elle est désignée à le titre d'infirmière. Ouais. Mais j'ai l'impression que si on compare le rôle de Madame Pomme-Fraîche
tant qu'infirmière de Poudlard et une infirmière scolaire, les responsabilités sont pas du tout les mêmes. Ah non, c'est sûr. C'est pour ça que moi je la rapproche plus d'une infirmière de centre médical, quoi, comme ça peut exister en Angleterre et où elle va, dans les centres médicaux, et les infirmiers peuvent gérer toute la petite médecine, les infections urinaires, les choses comme ça, ils peuvent les gérer. En France, non, ils ne prescrivent pas les infirmiers. Enfin, des pansements, oui, mais pas des antibiotiques, par exemple. D'accord, ouais. Donc c'est pour ça que je la rapproche plus de ça, parce que oui, elle est quand même éloignée de l'infirmière scolaire française, hein. Ça, c'est sûr. En plus, elle a des lits d'hospitalisation presque, hein. Elle les garde la nuit, donc c'est presque une petite structure hospitalière ce qu'elle a. Ouais. Et elle est toute seule. Et elle est toute seule, c'est vrai. Ça doit pas être facile à gérer. Et pour ce qui est du coup de l'hôpital Sainte-Mangouste, on sait, et tu l'as noté à plusieurs fois, que on a l'impression qu'ils dépendent pas mal de bienfaiteurs, de dons, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu as noté là-dessus? Je crois que j'ai dû noter que c'était un hôpital privé, mais en fait, en relisant un peu, je pense que c'est plutôt un hôpital public qui est géré par le ministère et qui est aidé par des contributions privées. Et on le voit avec Lucius Malfoy qui fait des dons à Sainte-Mangouste et qui du coup en échange obtient une place dans la tribune du Premier ministre pour la Coupe du Monde de Quidditch. On voit aussi que Harry Potter peut faire un don dans la fontaine du ministère qui est dédiée à l'hôpital. Donc je pense que l'hôpital a bien besoin de contributions privées, parce que a priori les coûts sont assurés par le ministère. Il n'y a pas de coûts quand les personnes sont hospitalisées, parce que Arthur Weasley, qui est quand même est un petit peu en manque d'argent, c'est jamais mentionné que quand il est hospitalisé, c'est une charge pécuniaire pour sa famille. Ouais, c'est vrai. Donc je pense qu'il paye, il a rien payé. Oui, et même quand ils sont dans le hall, par exemple, et qu'ils envoient les gens, quand ils dispatchent les malades dans les différents services, il y a aucune notion de frais non plus, de pouvoir payer. Est-ce qu'ils demandent pas s'il y a une assurance ou payer une chambre individuelle plutôt que collective. Ils prennent pas ton numéro de sécurité sociale magique pour vérifier si t'es bien affilié. Il n'y a pas de demande de carte vitale. Après, les chambres, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de chambres solitaires dans l'hôpital. Oui, c'est toujours partagé, ouais. Oui, et puis à plusieurs quand même. Ils ont 4 ou 5 à chaque fois. Y compris quand ils sont là pour des longues durées, parce que pour des cas un peu, c'est pas encore les soins intensifs, mais voilà, Arthur Weasley, il reste 2 semaines, quelque chose comme ça, je sais même pas peut-être à l'hôpital, mais quand on voit le cas de Lockhart ou des parents de Neville qui sont là pendant des années, bah même quand ils sont résidents longs, ils sont quand même dans des chambres partagées, quoi. Ouais, ça ce serait pas trop toléré, je pense, dans le monde moldu. Hein. Ouais, sous-entendu, pas sûr qu'il y ait tant de moyens que ça, quoi, à Sainte-Mangouste. Ouais, je suis pas sûre que ce soit bon, c'est public, quoi. Et du coup, si on finit, pour finir un peu sur ce système-là, avant de parler de tout ce qui est pathologie, soins, etc., tu as noté aussi qu'il n'y a pas spécialement de... Enfin, on parle de médicomage, mais on ne parle pas du coup de médecins spécialistes de telle ou telle pathologie magique. Ils sont tous... c'est juste le titre médicomage. Après, peut-être que ça vient du fait qu'on passe pas tant de temps que ça à l'hôpital. Donc on rencontre pas, on n'a pas vraiment de personnages, d'ailleurs je crois nommés, qui sont médicomages, il me semble pas. Alors il y a un guérisseur à un moment qui est nommé, celui Augustus, je sais plus quoi. qui s'occupe d'Arthur Weasley. d'Arthur, Ouais, mais bon, on n'a pas vraiment de personnage qu'on connaît plus que ça, donc
Peut-être que ça vient de là qu'on n'est pas de... C'est pas impossible peut-être qu'il y ait des guérisseurs, des médicomages qui soient... En fait, le truc, c'est qu'on connaît pas vraiment la différence de... Parce qu'il y a la notion, c'est que tu avais dit de guérisseur en chef, de guérisseur stagiaire. Ah oui, c'est vrai. Mais par contre, on connaît pas vraiment la différence entre les médicomages et les guérisseurs. Ouais, je sais pas si c'est juste le même... deux noms différents pour désigner la même personne. On pourrait dire, je sais pas, un médecin et un docteur. Mais... Ouais, on sait qu'il y a des guérisseurs stagiaires, donc a priori ça fait penser un peu au système des internes. Que dans la formation il y a une partie pratique. Ça peut être logique en même temps. Ouais. Mais on n'a pas trop de notion de différentes spécialités ou même d'autres paramédicaux. On a les infirmiers. A priori, elle est sage-femme, mais ça, je l'ai lu sur Pottermore parce qu'à un moment du Caroline, elle évoque la sage-femme qui a aidé Alice Londubat à accoucher de Neuville. On a des médicomages qui sont sur le terrain de Quidditch pendant la Coupe du Monde. Donc, est-ce que c'est des médicomages du sport ou est-ce que c'est des médicomages généraux qui ont été recrutés pour l'occasion? Un peu l'équipe, parce que mine de rien, sur les terrains de sport, comme ça va être un peu des médecins urgentistes ou ou c'est qu'une personne du pompier ou des choses comme ça, et donc c'est encore une autre... c'est pas forcément exactement les mêmes équivalents. C'est ça. Après, on voit que dans l'hôpital, il y a quand même différents services. Il y a des urgences. Donc peut-être qu'il y a des médecins qui se spécialisent dans un service plutôt que dans un autre. Ça, c'est possible. Ouais. Bah voilà, les Gryffondors, ils peuvent être plutôt urgentistes, justement. Urgentistes, peut-être, c'est vrai. Et c'est vrai que, parce qu'on peut même s'il n'y a pas forcément de titre spécifique qui leur est donné, mais on peut supposer que, par exemple, quand on fait face à Sainte-Mangouste, ils ont un département, par exemple, pour les empoisonnements avec des potions ou des plantes, et puis un autre département avec par exemple les blessures par créatures vivantes, et on peut supposer que en fait si t'as été spécialisé en soins aux créatures magiques, tu vas plus facilement travailler dans le département créatures vivantes parce que tu maîtrises un peu mieux le sujet, et après la botanique ils ont tous besoin, mais qu'il y a quand même une notion de spécialité qui peut se faire aussi en fonction des matières que tu as choisi d'étudier à Poudlard ou quoi, et qui peuvent te donner un avantage, même si peut-être que l'intitulé du métier reste le même. C'est possible, ouais. On sait que pour qu'il soit sélectionné, c'est Ron qui lit une brochure, et on sait qu'il faut qu'ils aient un E aux aspics en potion, botanique, sortilège, métamorphose et défense contre les forces du mal. Mais je suppose que avoir aussi une bonne note en soins pour les créatures magiques, ça doit aider quand même. Bah oui. Ouais, parce qu'on va y revenir, mais les créatures magiques sont un peu impliquées dans ce qui peut arriver à la fois dans les pathologies ou les blessures, mais aussi dans le soin. Hein, c'est dans un sens comme dans l'autre, mais ouais. Mais de parler de tout ça, en fait, ça donne envie d'avoir une série dérivée façon urgence à Sainte-Mangouste, en fait. Hein. Clairement. C'est vrai. J'aimerais tellement avoir... quand on parle des séries Harry Potter, on en avait déjà parlé, je crois, quand on avait fait l'épisode spécial de la rythme l'an dernier, de faire un peu une sitcom, alors ou à la Scrubs, un peu humoristique, ou plus dramatique, mais avec le quotidien des urgences de Sainte-Mangouste, avec les personnes à l'accueil. Ça peut être drôle, hein. Franchement. Avec tout ce qui leur arrive, on peut aller loin en plus. Hein, dans toutes les pathologies, déjà, elles nous donnent un bon aperçu de ce qu'on peut voir à l'accueil de l'hôpital dans le tome 5. Là, je crois qu'il y a une gamine qui vole au-dessus de la tête de son père. Il y a un type qui se fait manger les pieds par des chaussures. Donc, il y a quasiment pas de limite dans tous les sortilèges que tu peux, ou les effets que tu peux imaginer. Donc il y a clairement de quoi faire. Bah justement, parlons de tout ce qui peut arriver aux sorciers. Alors avant de parler des pathologies propres au monde magique, tu as quand même noté les pathologies qui sont communes en fait aux sorciers et aux moldus, parce qu'ils sont pas... tu notes quand même que dans l'ensemble,
les sorciers sont beaucoup plus résistants que les moldus à pas mal de choses. Oui. D'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire quand tu parles du Quidditch et de tout ce qui arrive, notamment à Harry ou à n'importe quel joueur de Quidditch qui serait juste un arrêt de mort pour la plupart du commun des mortels moldus Oui. et que ils ont l'air d'être quand même d'avoir un cuir plus épais. Oui, ah bah, ils arrêtent pas de tomber de au minimum 6 mètres, de se prendre des cognards en pleine tête, et avec ça, ils sortent avec un poignet cassé, un nez cassé, enfin, ça va. Et c'est le Magicobus, la remarque sur le Magicobus qui m'a beaucoup fait rire aussi, que un voyage en Magicobus, n'importe qui en sortirait avec quand même pas mal de blessures et que eux, non, ça va. Ouais. Ben, moi, Ils ont juste un légèrement envie de vomir. oui, c'est ça, Un voilà. petit mal des transports. Petit mal de transport, mais sinon ça va, ouais. Parce que, ben, pour avoir travaillé dans des urgences à Paris, on avait quand même pas mal d'accidents qui arrivaient dans des bus. Donc du coup, quand j'ai lu le Magicobus, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, à chaque fois qu'ils freinaient, il y avait quelqu'un aux urgences. Alors, chez eux, je sais pas, je pense qu'ils sont un peu résistants, en effet. Mais donc, à part les blessures, on mentionne quand même maladies, virus, etc., qui peuvent circuler quand même aussi chez les sorciers. On sait qu'ils peuvent, choper un rhume ou la grippe, par La exemple. grippe, ouais. Il y a des épidémies de grippe à Poudlard. À un moment, ils disent que Rusard aussi a la grippe. Donc, a priori, ils peuvent aussi attraper l'hiver quand il fait froid les virus habituels. On se demande tous si l'épidémie de Covid a touché le monde sorcier ou pas. C'est une bonne question. Je sais pas. Je crois que j'avais vu quelque part que... alors peut-être que je dis n'importe quoi, mais je crois que j'avais vu quelque part que Pétunia était morte en 2020 ou quelque chose comme ça. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'elle est morte du Covid? Mais bon, elle est moldue, donc peut-être que... J'ai pas souvenir que... Enfin, Est-ce qu'il y aurait... On mentionne son décès dans Kurzweil qui a été écrit avant le Covid, mais du coup, ça peut faire une fanfic, effectivement. C'est ça. Je sais pas. Mais bon, elle est moldue, donc ça marche pas. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que globalement, enfin, ce que tu disais, c'est que les sorciers vont pouvoir attraper une grippe, un rhume. Tu donnais l'exemple du lumbago aussi, du collègue de Arthur Weasley, mais que globalement, même quand ils peuvent attraper ou se blesser de la même manière que peuvent se blesser des moldus, donc comme en se cassant le poignet, etc., quasiment tout peut se soigner enfin en tout cas toutes ces maladies moldues, que les moldus peuvent aussi développer, se soignent pour la plupart en un clin d'œil. On a des potions, des sortilèges, Episkay qui va ça c'est pour le nez cassé, soigner des fractures, et puis des potions comme la pimentine, je te soigne la grippe très vite et tu restes pas une semaine au lit à Poudlard quand t'as la grippe. Oui, je crois que Madame Pomme-Fraîche est guérie une fracture du poignet, une fracture de cheville. Il y a même Harry Potter, à un moment, il a une fêlure du crâne. C'est quand même pas une petite fracture, hein. La fêlure du crâne, on reste quelques temps à l'hôpital et dans le monde moldu, Harry Potter, il reste juste une nuit à l'infirmerie. Donc ça va assez vite. Après, par contre, le lumbago de Monsieur Perkins, il le traîne pendant au moins 3 ans, hein, parce qu'il l'a dans le tome 4. Et c'est pour ça qu'il prête sa tante à Arthur Weasley pour aller à la Coupe du Monde de Quidditch, parce que lui, il peut plus faire de camping. Et dans le tome 7, Hermione, elle dit que il a toujours son lumbago et que du coup, il a vraiment définitivement abandonné l'idée de faire du camping. On se dit quand même, le lumbago chez Moldu, c'est soignable, hein. Donc, bon, peut-être qu'il fait pas sa kiné. C'est possible. Mais c'est vrai que le lumbago, c'est un exemple. Et puis l'autre exemple, évidemment, dont on parle souvent, c'est les troubles visuels, quoi. Rien que Harry, quoi. Personne peut soigner sa myopie, apparemment. C'est ça, je sais pas. Ça, franchement, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, parce que, bon, dans les années 90, quand elle a écrit, c'est vrai qu'on avait quasiment que les lunettes. La chirurgie par laser, ça a commencé dans les années 90, donc mais ça s'est démocratisé que depuis une quinzaine d'années. Donc peut-être qu'elle estimait
même dans le monde moldu, on n'arrivait pas vraiment à soigner. Il fallait qu'on utilise une sorte de prothèse, enfin des lunettes pour aider à contourner la pathologie. Mais bon, maintenant, nous, on arrive à le soigner, donc j'espère que les sorciers ils ont aussi fait des progrès pour soigner la myopie quand même. C'est pas si compliqué. Mais ce qui est dingue, c'est que on est capable, enfin, les sorciers sont capables de faire repousser des os. Donc alors il y a un os qui a disparu et il réapparaît, et donc ce qui est un peu, enfin, contraire à pas mal de principes de physique et voilà sur disparition, réapparition, etc. Madame Domprèche, elle fait réapparaître 33 os en tout. C'est ça. Elle fait réapparaître tout le membre supérieur. Tout l'os du bras, et ça se fait en une nuit, et bon, c'est douloureux, mais ça se fait, et sans être hospitalisé. Et par contre, à côté, effectivement, soigner un œil, donc là on parle pas de faire disparaître ou réapparaître des parties de l'œil. Alors j'avoue que mes cours de bio sont un peu loin, mais enfin les causes de la myopie, c'est pas, il faut pas faire disparaître quelque chose. C'est maintenant quand on fait la chirurgie par laser, le but c'est de changer un peu la courbure de la cornée, et comme ça enlève les troubles de la réfraction. Mais bon, je suppose que c'est faisable avec une baguette magique. D'autant que, ça tu le notes, par contre, quand on perd totalement un œil comme Maugret, on peut récupérer une prothèse qui est juste encore mieux qu'un vrai œil. Elle est incroyable, cette prothèse. Enfin, elle arrive à voir à travers les objets solides, elle arrive à voir derrière la tête, il peut la contrôler alors qu'elle n'est pas greffée à son corps. C'est un bel exemple de prothèse quand même. Ouais, mais c'est vrai que du coup, l'exemple, finalement, on n'en a pas tant que ça à part Maugret. Vu les capacités magiques qu'ils ont, alors peut-être que c'est lié au fait que c'est de la fantaisie, que c'est pas de la science-fiction, mais on n'a pas vraiment d'humain augmenté magiquement en fait, avec un œil avec un œil voilà magique, avec je sais pas enfin ils touchent pas tant que ça à leur capacité physique médicalement entre guillemets. Je pense qu'il y a quand même une méfiance un peu quand même envers les modifications physiques que tu fais. Enfin, quand ils parlent un peu de métamorphose humaine qu'ils abordent en fin de cursus à Poudlard, sachant que la plupart font pas d'études après Poudlard, donc ça reste un peu les études les plus poussées que tu puisses faire. Et il y a quand même, enfin, beaucoup de prévention, enfin pas vraiment, enfin c'est pas vraiment de la prévention, mais en tout cas de remarques qui sont faites. Voilà, c'est quelque chose qui est dangereux. Il y a cette notion que quand tu te transformes même partiellement, si tu transformes un animal, tu prends aussi la conscience de l'animal, et donc du coup faut quelqu'un d'autre pour te retransformer. Donc il y a peut-être un peu une certaine peur de l'auto-métamorphose. C'est vrai que Maugret, c'est peut-être un peu une exception, même je pense parmi les autres le voient quand même. Je pense qu'il doit un peu impressionner quoi avec son. Maugret, il a pas peur de grand chose, hein. C'est ça. Mais on peut remarquer quand même que sa prothèse de jambe, par contre, c'est une vulgaire prothèse en bois. Ouais. Ça, il l'a pas équipé de capacités supplémentaires. Ouais, c'est dans le film où ils sont allés plus loin, où ils ont fait une prothèse en métal qui est articulée et qui est animée, on dirait presque. Ouais. Après, je pense que le choix de la prothèse, on peut aussi supposer que dans le cas de Maugret, pour sa prothèse, pour son œil qui voit à travers toutes les surfaces, c'est quelque chose aussi qui s'est justifié par son métier. Et par sa paranoïa aussi, que ça pouvait lui être utile. Peut-être qu'il a moins trouvé un usage particulier qui pouvait être fait pour sa prothèse. Après, il n'y a pas d'usage visible, mais je suppose qu'il y a sans doute un certain confort qui peut être apporté grâce à la magie, ou par exemple, il me semble que certaines prothèses peuvent être, des fois désagréables justement au niveau de l'endroit où le membre a été amputé, etc. Et donc on peut supposer que la magie permet de rendre le port de la prothèse sans aucune douleur ou sans aucune gêne, ce qui serait déjà une avancée considérable.
c'est possible, parce que là, pour le coup, la prothèse en bois, elle doit être douloureuse. Hein. Maintenant, on s'est amélioré chez les moldus, mais la prothèse en bois, je pense que ça plaît pas trop aux personnes amputées. Donc, il doit avoir quelque chose qui lui permet de pas trop souffrir. Ouais. Après, dans Pottermore, elle dit que Dumbledore, il a offert un set de prothèses enchantées au professeur Brulopo, qui était le professeur de soins aux créatures magiques avant Hagrid, pour sa retraite. Donc, a priori, si elles sont enchantées, elles doivent avoir des fonctions supplémentaires, mais je ne sais pas lesquelles. Mystère. Ouais. Ouais, c'est intéressant, les prothèses magiques. Au final, on en voit peu, mais à chaque fois, c'est assez marquant quand même. Ouais. Alors, autre chose que tu mentionnes qui m'a fait beaucoup rire, c'est le cas de l'alcool et de l'alcoolisme. Parce que, en plus, on en a parlé. C'était un lien avec quand on avait la Harry Potter conférence et les traductions de Harry Potter en arabe, où du coup, ils avaient éliminé dans certaines des traductions les mentions de consommation d'alcool pour les personnages, enfin en tout cas pour certains personnages. Et c'est vrai que nous, on avait tendance à me dire, décalage culturel, machin. Mais en fait, il y a quand même un décalage avec les moldus. Bon, Hagrid, c'est quelque chose, bon, voilà. Mais c'est surtout la consommation d'alcool par les mineurs. Et sur le coup, nous, on pensait, la bière au beurre, ça va, c'est pas trop... C'est léger, la bière au beurre. Mais tu notes toutes les autres mentions d'alcool qui sont quand même pas de la bière au beurre. On parle d'hydromel jusqu'à whisky pur feu qui sont proposés à des mineurs. Ouais. Et puis souvent par des professeurs. Et par des professeurs, encore mieux. Même si la bière au beurre, c'est pas une boisson forte, donc qui est a priori assimilable au degré d'alcool de la bière moldue. Légère. La bière légère, je pense. Mais... La bière légère, mais la bière qui est quand même plutôt du cidre. Oui. Il y a comment elle s'appelle déjà l'elfe de maison, Winky, voilà, Winky, elle devient saoule hein, quand même, elle devient accro à la bière au beurre, donc même si elle a un plus petit organisme que Harry Potter et ses amis, quand même, la bière au beurre à 13 ans en libre accès dans les bars, ils pourraient en boire une quantité astronomique s'ils avaient envie, et je pense que au bout d'un moment ils peuvent quand même se saouler avec. C'est ça, c'est que même si c'est un alcool en soi qui est pas fort, je trouve que c'est marquant de se dire que c'est accessible aussi jeune. Et d'autant plus sans contrôle. Parce que, ils vont au bar, ils vont aux Trois Ballets, personne leur demande, il n'y a pas de contrôle d'âge, de carte d'identité, de quoi que ce soit. A priori, ils sont pas spécialement limités sur le nombre de boissons qu'ils pourraient prendre. Ils peuvent même en ramener, je crois, dans l'école. Ils peuvent en ramener à l'école et ils sont... les sorties qu'ils font à Préolard, il n'y a pas d'encadrement, il y a pas de chaperon, quoi. C'est considéré que comme ils sont juste à côté de l'école, que c'est un petit village, etc., c'est un peu, vous avez quartier libre, mais du coup, vous avez quartier libre pour vous saouler la gueule, quoi. C'est quand même le cas de professeur... genre Slughorn qui propose, ou même Dumbledore qui propose de l'hydromel à un élève de 16 ans. C'est quand même... C'est ça. Il lui fait boire l'hydromel quand il va le voir chez les Dursley. Ils boivent aussi du whisky pur feu. Alors certes, c'est après le décès de Maugrey, donc peut-être que ça peut expliquer, mais Ginny elle en boit alors qu'elle a même pas 16 ans, je pense. Après au moment du décès de Maugrey, du coup c'est dans le tome 7 et Harry, en tout cas Ron et Hermione, ils sont considérés comme majeurs. Oui, mais là c'est Ginny qui en boit. Mais pour Ginny, oui, mais du coup il y a vraiment juste pour elle. Les autres ils sont comme la majorité. Harry n'est pas encore majeur. À quelques jours. Mais voilà, à quelques jours près. Mais bon, c'est du whisky, quoi. c'est plus de la bière au beurre. C'est vrai. Et puis, on a aussi le professeur Trelawney qui en consomme et, qui consomme de l'alcool, c'est du Xérès. Et c'est vu plutôt comme une excentricité, pas vraiment comme un vrai problème, quoi. Ça colle avec son personnage. Alors que c'est quand même, un professeur qui cache ses bouteilles de Xérès et qui est clairement alcoolisé devant ses élèves, c'est quand même discutable. On sent quand même que son alcoolisme est souligné, est mis en parallèle avec le fait qu'elle va pas bien, quoi.
Oui, Donc, oui, oui. Mais il y a personne, a priori, qui va lui proposer de l'aide. Ça reste quand même un élément qui est là pour être comique, au final. Oui. Et qui est pas, effectivement, enfin, dénoncé comme étant un vrai problème de santé. Et comme, enfin, et d'un point de vue déontologique aussi, quand t'es enseignant dans un internat avec des élèves qui sont, enfin, certains assez jeunes, c'est en termes, voilà, d'exemples et de comportements adoptés, c'est pas très recommandable. Et puis c'est marrant parce on parle pas mal d'alcool dans les livres, mais par contre, il y a personne qui fume, alors que moi j'aurais bien vu un Slughorn fumer la pipe, ouais, c'est vrai. Je trouvais que ça aurait pu coller au personnage, et non, il y a personne qui fume, c'est vrai. Même pas mentionné. Alors qu'avec toutes les plantes magiques qu'ils doivent avoir, ils doivent avoir des sacrés psychotropes. Et c'est vrai, même pour la magie, il n'y a jamais de fumigation de trucs. Ouais. C'est vrai. Mais ça doit venir de Rowling, je sais pas. Peut-être qu'elle aime boire, mais que. Elle fumait et elle a arrêté de fumer, donc peut-être que voilà. peut-être que c'était un peu. Elle voulait pas mettre de cigarettes. C'est ça. Alors par contre, une comparaison que j'aimerais bien que tu développes, parce que tu mentionnes rapidement dans ton article la similitude, on va dire, entre Félix Félicis et les amphétamines. Et du coup, je voulais que tu détailles un peu pourquoi tu as comparé les deux et voilà. Je me suis rendu compte que je crois que c'est dans votre épisode sur les potions où vous avez fait parler un pharmacien et je crois qu'il a dit la même chose. Oui. Il a dit lui aussi que, je l'ai écouté après et je me suis dit on est d'accord. Oui, Félix Félicis. Alors c'est plus marqué dans le film parce que Daniel Radcliffe il a l'air complètement shooté quand il fait cette scène-là, mais en fait les amphétamines c'est des drogues qui vont avoir tendance à désinhiber, rendre un peu euphorique, ça augmente les facultés de concentration, et puis ça diminue aussi tout ce qui est annexe, la faim, la fatigue, on se sent très très bien sous amphétamine, on se sent capable de faire plein de choses et c'est un peu ce que Félix Félicis donne. Enfin, on a l'impression que à partir du moment où il en boit, il fait confiance à toutes ses décisions, il sait exactement ce qu'il faut faire, il est un peu plus rapide qu'à l'ordinaire, il parle vite, il fait plein de choses, il entreprend, par exemple, il décide d'aller chez Hagrid, il est sûr de lui, alors que c'était clairement pas l'objectif quand il a bu Félix Félicis. Donc, ça fait penser un petit peu à une prise d'amphétamine. Et en plus, comme il s'est interdit dans les cours d'examen, c'est interdit dans les compétitions, ça ressemble aux amphétamines moldues. C'est une des rares potions, mine de rien, qui est encadrée. C'est ça que je trouve assez... Enfin, on en reparlera un peu quand on parlera des remèdes, etc. Mais je trouve que c'est assez intéressant. Enfin, voilà, donc une potion qui peut être dangereuse, etc. Mais c'est la seule qui a l'air d'être un peu... d'avoir un cadre juridique au niveau du monde magique. Il dit quand même, Slughorn, que ça a des effets indésirables quand on la consomme un peu trop, donc je pense qu'ils sont un peu obligés de... Ouais, mais par exemple, quand on pense au filtre d'amour, enfin voilà, c'est quelque chose qu'on a abordé plusieurs fois un peu en filigrane dans les épisodes, dans l'émission, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans Monde Magique qui ne sont pas réglementées et qui devraient l'être, et typiquement les filtres d'amour, c'est un truc qui est super dangereux, et contestable, mais qui est pas vraiment réglementé. Et il y a des potions comme le Veritaserum qui est théoriquement réglementé, et en fait dans les faits on voit que c'est pas du tout le cas. Et du coup je trouve ça intéressant que le Félix Félicis, même si on le voit peut-être trop peu pour se rendre véritablement compte à quel point la réglementation est appliquée, mais je trouve ça intéressant que de se dire que voilà, on a une réglementation pour ça, alors qu'au final, il crée des trucs en cours de potion 10 fois plus dangereux. Et on mentionne jamais en fait, ça, si vous faites ingurgiter ça à quelqu'un, vous allez en prison. C'est vrai, hein. En plus, on pourrait croire que le Félix Félicis, il y a quand même
l'inconvénient de devoir le préparer. C'est une préparation qui est un peu difficile, alors que les filtres d'amour, on a l'impression qu'ils sont en libre accès un peu partout. Ouais. Donc on pourrait se dire que il pourrait contrôler un peu plus les filtres d'amour que Félix Félix. C'est vrai. Mais du coup, ça nous amène un peu quand on parle de potions, etc., justement de toutes les maladies que vont pouvoir développer les sorciers, enfin qui sont directement dues à la magie. Oui. Donc tu avais classé plusieurs choses. Donc il y a vraiment des maladies magiques avec la dragoncelle. Il y a aussi, on parlait un petit peu tout à l'heure, des blessures qui sont dues à des créatures magiques et des blessures qui sont dues à des sortilèges. Est-ce qu'il y a un peu des parallèles pour toi qui peuvent se créer entre les maladies magiques et toutes les causes de blessures magiques et des maladies moldues? Ben oui, alors pas pour tout, hein, pour les blessures résultant de sortilèges, c'est un peu difficile de faire le lien avec avec des pathologies moldues, mais les maladies infectieuses du monde magique, elles sont clairement inspirées de pathologies moldues. Hein. La dragoncelle, déjà rien que le nom, en français c'est dragoncelle, en anglais c'est dragonpox, et ça ressemble vraiment à la varicelle. Il y a le visage qui est grêlé. Bon, ils ont un teint verdâtre. Non, on n'a pas un teint verdâtre la varicelle, mais le côté grêlé, ça peut faire penser un peu au bouton de la varicelle. En plus, elle est dangereuse pour les personnes âgées, pour les personnes plus fragiles. C'est aussi le cas de la varicelle. On peut mourir de la varicelle si on a une atteinte pulmonaire ou neurologique chez les adultes. Donc, la dragoncelle, elle a quand même tué les parents de James Potter. Elle a tué le grand-père de Malfoy, Abraxas Malfoy. Donc voilà, et en plus on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de traitement, ce qui est aussi un peu le cas de la varicelle, hein, c'est un virus, donc c'est un traitement symptomatique. S'il y a de la fièvre, on donne du paracétamol, et puis on attend surtout que ça passe tout seul. Donc et sur les virus, ce qui était intéressant pour la dragoncelle, c'est quand même, c'est précisé que c'est à la base c'est un virus du dragon, je sais plus quel dragon, d'un dragon particulier. Le vipère, la dent de vipère du Pérou, il me semble. Viper Tooth, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, voilà, c'est transmis du dragon à l'humain puis entre humains, et ça c'est quelque chose qu'on connaît bien. Ouais, alors nous, la varicelle par exemple, elle peut pas se transmettre d'un animal à l'humain. Et plutôt des sortes de grippe ou le Covid, peut-être, c'est une hypothèse, mais... Ouais, alors ça, c'est pas ultra prouvé pour le Covid. Non, justement, c'est ce qu'on pensait, mais au final... il y a une infection à cowpox, alors c'est pas ultra fréquent, hein, mais c'est en gros la variole de la vache, qui maintenant se transmet plutôt par les rats et par les chats, et qui peut donner ça, se transmettre d'animal à adulte, et ça va donner plutôt des lésions un peu ulcérées avec qui vont évoluer vers des croûtes noires. Ça peut donner aussi un syndrome grippal à côté, de la fièvre, des douleurs musculaires, et ça peut se rapprocher un peu de la dragoncelle. Y a pas de traitement non plus, mais après c'est super rare, hein. Et puis il y a pas trop pour le coup, je crois qu'on peut pas la transmettre d'homme à homme. C'est vraiment animal à homme, et puis c'est tout. Ouais. Donc ouais. Et par contre, il y a une autre maladie qui est mentionnée dans les livres, c'est l'éclabouille. Oui. Qui est absolument délicieuse. Et avec le nom. Mais alors surtout qu'il peut avoir plein de... Alors j'ai l'impression qu'il y a plein de versions d'éclabouille en plus, parce qu'il parlait de... Alors surtout, c'est provoqué apparemment par un champignon. Ouais. C'est plus un virus, c'est un champignon. Ok. Ron il dit que ça donne des pustules violettes, de la fatigue, et a priori les pustules elles peuvent aussi atteindre les muqueuses, et quand ça atteint les muqueuses, lui il parle de la luette, donc dans la bouche, ça empêche de parler. Et après il y a ça c'est dans le Quidditch à travers les âges, J.K. Rowling elle parle d'une forme cérébrale de l'éclabouille. Où, donc on aurait une infection fongique au niveau du cerveau et qui donnerait une confusion, une perte de mémoire, et a priori il y aurait eu une épidémie pendant la Coupe du Monde en 1877, quelque chose comme ça, et tout le monde, enfin les spectateurs et les équipes auraient oublié complètement la finale.
C'est un peu alors, à rapprocher d'une maladie moldue, c'est un peu plus compliqué. Ça existe, hein, il y a des maladies fongiques qui peuvent donner des troubles neurologiques graves, comme c'est la cryptococcose. C'est un nom un peu barbare, mais ça va plutôt atteindre les personnes qui sont très très immunodéprimées, hein, les personnes qui ont le VIH à la phase SIDA, ils peuvent l'attraper, mais c'est quand même ultra rare et c'est pas soignable. Enfin, c'est soignable, mais difficilement. Ouais, parce que je me demandais du coup s'il y avait, enfin voilà, ce genre de maladie causée par des champignons et justement avec une forme cérébrale, je me demandais si ça existait ou si c'était. Mais il y a des, alors, enfin, du coup, c'est pas des champignons, mais il y a des bactéries qui peuvent causer après, enfin, qui peuvent atteindre le système neurologique et empêcher, par exemple, de marcher ou de parler, il me semble, non? Ouais, ben en fait, Escherichia coli, tout ça. les méningo-encéphalites ou les méningites, enfin les atteintes du système nerveux euh, infectieuses, c'est souvent des bactéries. Ouais. La cryptococcose, c'est un cas de méningo-encéphalite qui est fongique. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt rapproché de cette Ouais. maladie-là. Mais sinon, c'est vrai que la plupart du temps, en plus même les maladies transmises par les animaux, la plupart du temps, c'est plutôt des bactéries. Mhm. Et elles Ok. sont transmises par les morsures. Ok. Enfin, pas juste D'accord. par un contact. Ouais. D'accord. On peut difficilement imaginer par contre une épidémie de cryptococcose dans un stade Oui. qui atteint tout le monde. Hein. Ouais. Oui, À moins de parce que là, réunir que des les clabouilles, immunodéprimés. il n'y a pas de notion de morsure, quoi. Ouais, et puis, T'as Ouais. l'impression que c'est vraiment une transmission, enfin, dans l'air, quoi. ouais, puis que c'est Ouais. très Alors les contagieux a champignons, eux, priori. ils peuvent se transmettre sans nécessité de morsure. Donc c'est pour ça que les clabouilles, bon, ça peut être logique qu'il n'y ait pas qu'il y ait pas de morsure, mais oui, ça a l'air très très contagieux. Mm. Et ça n'a pas l'air si grave que ça, parce que la plupart des personnes qui l'ont eu, cette éclabouille cérébrale, ils n'ont pas eu de traitement. Ils se sont juste réveillés un matin sans se souvenir de ce qu'ils avaient fait la veille. C'est un truc qui revient quand même souvent chez les sorciers. C'est t'attends que ça passe, quoi. Tu fais rien Ouais. et. Ouais. Mais ça, j'avais marqué qu'il y avait quand même pas mal de choses où ils disent bon ben faut juste attendre. Par exemple quand Ron il commence à cracher les limaces, Hagrid il lui dit bah crache les limaces et puis ça va passer quoi. Donc bon, après en réalité les maladies virales c'est un peu ça C'est chez nous ça. aussi. Hein. Ouais. Les champignons on a des antifongiques quand même. Mais les maladies virales la plupart du temps il faut juste attendre que ça passe. Ouais, genre les gastro, trucs comme ça, non? Ouais, c'est ça. Si on prend pas de médicaments, on peut en guérir quand même. Les médicaments, ils servent juste Ouais. à améliorer les symptômes. symptômes, quoi. Ouais. Et autre chose, du coup, qui est liée, alors, puisqu'on en reparlait tout à l'heure, liée plutôt à des créatures magiques, voilà, plus ou moins dangereuses, mais plus que moins. Et tout ce qui est poison, tout ce qui est, voilà, créatures, voilà, venimeuses. Et bon, et évidemment, les serpents, on pense aux serpents. Surtout. Et bon, on pense au basilic, mais aussi à Nagini. Et j'ai bien aimé d'ailleurs le fait que tu as comparé du coup les blessures d'Arthur et de Harry, puisque les deux se font attaquer par Nagini, alors même si Arthur bien plus gravement, mais que du coup, la particularité des blessures d'Arthur, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à guérir. Et apparemment, tu as noté que c'est... voilà, Ça peut être lié au venin. C'est ça, que c'est lié au venin, mais ça, c'est quelque chose qui est connu chez les serpents non magiques, même ceux qui n'ont pas été des femmes avant de devenir serpents. Oui, c'est ça. Mais je pense que J.K. Rowling elle s'est bien renseignée là pour le coup sur les morsures de serpents. Parce que en gros les serpents ils peuvent donner 3 choses différentes. Soit ils vont être cytotoxiques, c'est-à-dire qu'ils vont ils peuvent détruire les cellules, ils vont attaquer les cellules, enfin le venin va attaquer les cellules. Soit ils peuvent être neurotoxiques, ça va empêcher la communication entre les cellules et les personnes qui sont mordues vont plutôt se paralyser et puis avoir des difficultés respiratoires. Soit il est hémotoxique, donc ça va perturber la coagulation. Et là, ça la perturbe soit en créant des saignements qu'on n'arrive pas à arrêter, soit au contraire en augmentant la coagulation et du coup ça donne des thromboses et des AVC. C'est un peu toutes les
manière de mourir par un venin de serpent. Ça n'a pas me réconcilier avec les serpents, tout ça. Quand tu disais du coup que ils peuvent être cytotoxiques, donc c'est donc destruction des cellules, mais donc du coup c'est une plaie qui se referme pas en fait. Concrètement, il peut pas y avoir de régénération. En fait, c'est plutôt ça envahit ça passe dans le sang, ça va dans les organes et ça détruit, on nécrose de l'intérieur quoi. D'accord. Ça va vite, hein. Après, bon appétit. C'est pas trop les serpents d'Europe, hein, ça. Ouais. D'accord. Quand même, rassure-nous, s'il te plaît. C'est pas ultra fréquent. J'en ai pas tous les jours. Non, j'en ai jamais vu, en fait. Les gens qui ont été touchés par des venins de serpent, j'en ai jamais vu en Europe, donc ça va. Non, parce que tu peux pas les soigner, en fait. C'est ça, c'est si tu les vois, si tu fais l'autopsie. Ouais, on peut si on donne des anticorps ultra rapides, mais il faut savoir ce que c'est comme serpent et enfin peut-être que par exemple, je sais pas, en Australie, peut-être qu'ils sont un peu plus formés que nous là-dessus. Bon, j'espère. Mais bon, généralement, on est quand même, c'est pas très drôle d'être mordu par un serpent venimeux. Certes. Et du coup, moi j'ai réfléchi à cette histoire là de Nagini qui mord Arthur Weasley, et Arthur Weasley il a des lésions qui s'arrêtent pas de saigner, et qu'ils enlèvent les bandages, ça s'arrête pas, et Harry qui lui a juste une petite plaie, enfin bon, c'est une plaie qu'il arrive à guérir avec du dictame. Je me suis dit quand même, il a eu du bol au final. Parce que s'il avait une plaie qui saignait tout le temps, alors qu'il était en camping avec Hermione, ça aurait été un peu compliqué à soigner. Donc je me suis dit que peut-être que Nagini, il avait l'intention de tuer Arthur, donc il lui a injecté son venin, alors que Harry Potter, il n'avait pas le droit de le tuer, donc peut-être qu'il lui a pas injecté le venin, il a juste mordu. Oui, juste pour l'affaiblir et pour pouvoir, par exemple, l'empêcher de transplaner. Ouais, peut-être. Et c'est possible, ça, Mais je crois que oui. Qu'un serpent venimeux choisisse de mordre sans injecter son venin? Alors, je pense qu'à partir du moment où un serpent venimeux mord, à mon avis, il fait pas trop le distinguo entre tuer je te mords, mais c'est juste, voilà. c'est juste comme ça. C'est juste pour jouer. Mais je crois que c'est possible que... Bon, je suis pas experte, hein, mais je crois que c'est possible qu'un serpent venimeux morde sans injecter le venin. On va demander à Agatha, on va appeler notre magizoologiste. Mais même de manière générale, est-ce qu'un animal venimeux, enfin voilà, si on pense pas aux araignées ou quoi, est-ce que ça peut être, est-ce que tu peux avoir l'action de mordre sans effectivement libérer un venin? Je pense que oui. Après, c'est pas trop dans son intérêt, mais ouais, c'est ça. Ouais. Et par contre, le basilic, on a l'impression que c'est plutôt neurotoxique son action, parce que il se met pas à saigner énormément, mais il est plutôt tout faible, et il sent que petit à petit la vie s'en va. Il voit trouble aussi. Ouais, c'est ça. Donc on a l'impression que les communications neurologiques, elles se